et notamment à ma personne, Pierre Milika Mimanga. À nos auditeurs, c'est toujours la fidélité, ce qu'on peut les souhaiter. Hein. Et puis, pour l'émission d'aujourd'hui qui était annoncée avec un peu plus tôt, qui nous excuse de ce petit retard, hein, peut-être pas dû à notre volonté manifeste, mais il y a aussi des problèmes techniques. Hein, bon, malgré ça, nous prenons sur notre crédit. Donc, une fois de plus, à nos éditeurs, à tes auditeurs, de pouvoir nous excuser de ce retard. Voilà, première question, c'est pour moi une mise en train. Est-ce que le groupe, il est toujours resté stable comme je l'ai connu, parce que je ne vous vois pas sur la place, notamment ici aux USA. Vous n'avez pas laissé, pas souvent. Est-ce que vous faites toujours partie du groupe de la Hollande avec votre président, M. Mouele? Est-ce qu'il a éparpillement? Parlez-nous un peu de la solidarité du groupe. Bon, il n'y a pas le MCCD États-Unis, il n'y a pas MCCD Hollande, il n'y a pas. Non, nous avions un MCCD, donc le mouvement congolais contre la dictature, incarné par son président, monsieur Aurélien Bruno Moëlé. Donc, la cohésion du groupe est intacte. On n'est pas non seulement parlé du groupe MCCD, mais de cette coordination MCCD-MC qui est intacte. Donc, il n'y a pas de fissures. C'est la grande dynamique, c'est l'entente. Vous savez, lorsque vous aviez à la tête quelqu'un qui a la maîtrise, si vous voulez, de la gestion des ressources humaines, donc le management des ressources humaines, il est très difficile que vous constatez un peu des tambours comme ça se passe par-ci et là. Parce que nous avons quelqu'un qui sait comment gérer les hommes. Et en dehors de ça, lorsque vous avez une équipe qui se retrouve autour d'un idéal et qui défend cet idéal avec conviction, ce n'est pas étonnant de constater que au sein du mouvement congolais contre la dictature, c'est de l'ambiance, c'est de l'entente, parce que nous savons ce que nous voulons. Nous savons quel est notre objectif. Et cet objectif, nous le cherchons avec beaucoup de dynamisme, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de conviction. Donc, ça ne peut pas vous étonner qu'autour de nous et autour du président, que ce socle, depuis plus de 7 ans, soit soudé, parce que nous savons qu'est-ce que nous voulons. Nous savons. Il n'y a pas, Pierre, il n'y a pas aussi des liens familiaux, j'allais dire, qui viennent renforcer cette dynamique, peut-être? Je ne pense pas que le MCCD, le mouvement congolais contre la dictature, associé au Nouveau Congo, soit un parti ou soit une coalition familiale. Non. Nous avons au sein d'abord du mouvement congolais contre la dictature, c'est une diversité. Hein, c'est du nord au sud, ceux qui se retrouvent là-dedans. Même s'il y a des amis qui se connaissent un peu beaucoup plus longtemps, mais c'est tout à fait normal. C'est pas dans le néant qu'on forme un groupe. Mais c'est un groupe soudé, c'est un groupe qui est basé sur les convictions. En fait, ce qui nous rend beaucoup plus forts, ce sont les convictions que nous avons pour l'idéal pour lequel nous défendons. Et nous sommes fiers de nous parce que nous ne sommes pas des gens qu'on peut acheter ou approcher n'importe comment, en commençant par le leader lui-même. Votre président, voilà. Alors, merci. Donc, je vous rappelle que nous sommes au Journal de la communauté, à la suite donc de Milika pour enfoncer le clou. Nous commençons cette émission avec un petit retard. Alors, Pierre Milika, nous avons prévu quelques questions de l'actualité nationale, notamment la question brûlante du dialogue qui fera l'essentiel de notre entretien. On en parlera toujours, question essentielle. Alors, le mouvement congolais contre la dictature. Alors, je crois que c'est avec beaucoup d'élégance qu'on parle de vous, parce que votre dénomination s'inscrit dans le droit fil de ce que nous déplorons.
La dictature, elle est là, elle perdure, elle permane. Quelle est la position, justement, je voudrais avoir de vous une réaction plus ou moins générale. Quelle est la position du MCCD sur la question actuelle du dialogue? Et nous parlons de la suite des tractations de M. Méry-Martin, vous le savez autant que moi, qui se trouve en ce moment en France. Alors, quelle est votre position sur cette question du dialogue politique? Bon, bien merci de la question. Sinon qu'il n'y a rien de nouveau. Hein, on reprend les mêmes thèmes il y a 6 ans, ou il y a 4 ans, ou il y a 3 ans. Ce sont les mêmes thèmes. Et c'est la question principale, toujours le dialogue. Mais qu'est-ce qui a changé pour qu'on parle encore du dialogue aujourd'hui, puisqu'on en a parlé hier? Nous pensons que rien n'a changé. Bon, ce qui a changé, c'est quoi? C'est parce que dans le chiffon de constitution de M. Sassou, que nous ne reconnaissons pas d'ailleurs, il a inscrit une disposition inscrivant ou instituant une institution Conseil national du dialogue. Donc, je pense que c'est un peu comme ça qu'il a dénommé cela pour qu'il y ait un dialogue, disons, de façon permanente. Bon, et il a estimé qu'il fallait que M. Mbéry puisse animer cela à l'instant T aujourd'hui. Bon, parlons de des tractations de M. Martin Mbéry qui est en France. Non, d'abord sur M. Milika, sur la question, je disais que j'avais besoin d'une réaction plus ou moins générale. Vous parlez du dialogue comme étant une institution. Alors, la question qui me vient à l'esprit est celle de savoir si ce dialogue est une institution, donc supervisée par le gouvernement actuel. Ne voyez-vous pas que d'entrée de jeu, on se trouve devant une situation plus ou moins difficile du point de vue même de la démarche, car parmi les mots justement qui se posent à nous, il y a ce gouvernement qui dirige, les hommes qui dirigent actuellement. Est-ce que vous pensez que ceux-là qui sont présentés dans l'opinion comme étant responsables des maux de ce pays peuvent, dans le même temps, être responsables ou encore initier une démarche qui vise à ramener la paix ou la sérénité dans le pays? Bon, c'est là où je voulais en venir parce que vous ne m'avez pas laissé finir. Allez-y. Voilà. Et donc, pour nous, c'est quoi? Nous disons qu'il n'y a pas de nouveau. Hein? C'est du toujours vu, c'est du toujours vécu. Hein? Et la seule différence, c'est ce que j'ai souligné, c'est que cela se retrouve dans. C'est l'une des prédispositions de la Constitution, donc du chiffon de Constitution de M. Sassou Nguesso que nous n'avions pas reconnu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui veut s'organiser autour de cette Constitution, pour nous, c'est un non-événement. Bon, maintenant que M. Martin Mbéry ait eu la responsabilité de conduire cela et qu'il se retrouve à Paris pour rencontrer un certain nombre d'amis et des parents, mais tant mieux. Mais sinon que pour le mouvement congolais contre la dictature, il n'y a pas de différence parce que les dialogues, il en a déjà eu. C'est toujours sur son initiative. Nous avions eu si c'était quelque chose de crédible, que le mouvement congolais contre la dictature peut-être pouvait prendre en ligne de compte ou en considération. Mais nous avions vu M. Ntoumi qui a été dans les collimateurs de la dictature et qui a proposé lui aussi un dialogue et qui parlait même d'un dialogue inclusif et qui devrait être supervisé par la communauté internationale, mais cela a été rejeté. Hein? Et qu'on a attendu au pourrissement, bon, pour qu'on relance ce que nous sommes, le fiasco que nous sommes en train d'assister. Mais pour nous, c'est un non-événement, ça ne doit aboutir à rien. Et qui l'anime? C'est M. Martin Mbéry. Pensez-vous que M. Martin Mbéry est un homme crédible? Nous ne pensons pas. C'est une coquille vide qui a eu aussi des responsabilités dans ce pays. Son pays a été au pouvoir, et plutôt son parti a été au pouvoir dans ce pays. Mais on a vu les manœuvres de M. Martin Mbéry pour anéantir son propre parti, son propre pouvoir, pour ne même pas parler du parti. Et aujourd'hui, son parti qui devrait être le contre-pouvoir de cette dictature. On voit les manœuvres également de M. Martin Mbéry jusqu'à anéantir ce parti-là aujourd'hui. Bon, maintenant, qu'on nous propose M. Martin Mbéry comme un facilitateur qui devrait réconcilier les partis congolaises,
Mais c'est une désolation pour nous. C'est une honte, une fois de plus, pour le mouvement contre la dictature, bien entendu. Voilà. Est-ce qu'au mouvement congolais contre la dictature de M. Moïle, dont vous êtes le responsable ici aux USA, vous voyez quelle est votre démarche? C'est-à-dire que allez-vous boycotter ou discuter franchement avec M. Mbéli pour lui dire votre position? Est-ce que pour un parti politique comme le MCDD, il est responsable de dire je ne vous rencontre pas et rejeter l'offre de Mbéli? Qu'allez-vous faire? C'est ce que nous avions, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Donc, lorsque M. Milika Mimanga parle, c'est le MCCD qui parle. Lorsque M. Patrick Monzeo parle, c'est le MCCD qui parle. Lorsque M. Walembo parle, hein, c'est le MCCD qui parle, tout comme lorsque M. Bruno Moulé parle, c'est lui le leader, c'est lui le chef du mouvement congolais contre la dictature qui parle. Donc, c'est le mouvement congolais contre la dictature qui parle. Et c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, que le rôle de M. Martin Berry a été nommé selon les prédispositions du chiffon de la Constitution que le mouvement congolais contre la dictature ne reconnaît pas. Nous combattons la dictature. Donc, ce qui ressort de cette Constitution que nous avons combattue hier, pour nous, nous ne prenons pas ça en ligne de compte, c'est un non-événement. Que M. Martin Berry fasse ses voyages de luxe en France pour rencontrer ses parents et amis, et tant mieux pour lui. Hein? Pour le mouvement congolais contre la dictature, c'est un non-événement. Nous combattons la dictature de Brazzaville, mais nous avons une préoccupation que même si la dictature est combattue, et il faut que les Congolais se retrouvent pour franchement parler entre eux, parce que les enjeux, les problèmes des Congolais sont énormes. Et il faut que les Congolais se parlent un jour. Alors, nous avons appris qu'il y a des Congolais qui sont bien disposés à discuter avec M. Mbéri. L'avez-vous appris comme nous? Quelle est votre position là-dessus? Vous parlez des Congolais qui sont disposés à parler avec M. Martin Berry, mais je vous parle du mouvement congolais contre la dictature qui n'est pas disposé à saluer M. Berry dans les conditions actuelles. Alors, donc, vous n'avez pas à faire un jugement là-dessus ou une appréciation générale sur le comportement de ces membres de la diaspora ou politique? Bon, en fait, lesquels qui mettent un peu aussi cette lutte en difficulté, c'est aussi la diaspora. Elle n'est pas saine, cette diaspora. En même temps qu'elle critique l'opposition locale, mais elle n'est pas saine non plus. Hein? Mais est-ce que c'est pour cela que le mouvement congolais contre la dictature va s'embarquer dans ce bateau? Non. Nous, je l'ai dit au départ, par rapport à votre question, nous avions des convictions, nous avions un idéal, nous avions un combat. Hein? Et le combat pour nous s'inscrit dans le temps et dans la durée. C'est vrai, il y a des gens qui sont dans la facilité, mais nous y croyons. Mais ce n'est pas des petits jeux de... Vous savez, le contenu se détermine par son contenant. Est-ce que M. Martin Berry, qui a la charge de conduire cette mission, comme je l'ai dit au départ, est un monsieur crédible? Ça reste à réfléchir. Et si je vous posais la même question, M. Martin Berry, qui a été même le plus jeune député, n'est-ce pas, de notre République, vous pouvez me dire l'héritage politique de M. Berry pour notre pays? Mais c'est la désolation. Donc, lorsque nous abordons des problèmes de notre pays, et surtout lorsqu'on parle de la réconciliation nationale, mais soyons un peu plus sérieux que ça. Alors, voilà la démarche du mouvement congolais contre la dictature, qui n'est pas contre l'idée d'un dialogue. Oui. Demain, peu importe le nom qu'on donne, parce qu'il y en a certains qui parlent d'une conférence internationale. On ne sait pas où en est-il. Il y en a d'autres qui ont parlé d'une conférence nationale bis, et qui sera convoquée par qui? Alors qu'ils ont échoué lamentablement hier lorsqu'on leur a donné les règnes mais Pierre, celui dont vous parlez, qui est votre partenaire, vous parliez d'un Toumi tout à l'heure, lui aussi ne fait plus bonne presse dans l'opinion, même tous les Larry n'en veulent plus, on ne veut plus le voir même dans le pool. Alors, quel partenaire avez-vous là-bas? Vous n'avez plus personne là-bas. Pourquoi ramener M. Ntoumi au pool? Le pool fait partie de la République. Ce n'est pas un département à part. Non. Alors, ça fait mal lorsque vous parlez d'un leader politique, vous le ramenez à sa région d'origine.
Ça n'a plus de sens. Nous le replaçons dans le contexte même de cette guerre du poule. On croit que tous les malheurs ne viennent que par Ntoumi. Non, 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 non. En fait, c'est ça, vous aussi. C'est le rôle de la presse de donner une opinion claire et précise. Hein? Aujourd'hui, ce que vous aviez à faire, ce n'est pas de se contenter seulement de dire du net, mais c'est d'être sur le terrain, c'est d'avoir l'information la plus précise, c'est d'avoir l'information claire. Est-ce que ce qu'on dit sur M. Ntoumi est vrai ou faux? Ce que nous avons toujours dit, nous ne sommes pas les défenseurs de M. Ntoumi, mais nous sommes des gens qui ont apprécié sa démarche. Mais nous savons que jusqu'aujourd'hui, ce monsieur a posé des problèmes de façon claire et juste. Hein, et que la dictature de Brazzaville est coincée par rapport à la clairvoyance de ce monsieur et joue au pourrissement de la situation. Et réapparaît avec son scénario où on met les messieurs Mbéry qui ressemblent à rien, qui n'a pas de soutien, qui n'a même pas pu gérer son parti, qui n'a même pas pu gérer son pouvoir hier. Il a été dénommé comme gardien du temple hier. Hein? Et que les moyens lui ont été donnés pour que le parti soit organisé et soit un contrepoids. Mais ils n'ont même pas pu tenir leur congrès, leur propre congrès à eux. Ils sont devenus des grands écrivains pour critiquer leur mentor d'hier et faire l'apologie de cette dictature-là. Et donc, M. Ntoumi est victime de la mauvaise presse, est victime de certains des frères ressortissants de sa région. Mais sinon que le problème qu'il pose, mais ce sont des problèmes justes. Ce sont les problèmes de tout le monde lorsqu'il parle d'un dialogue national inclusif. Est-ce que c'est faux? Alors, apparemment, Pierre, quelle est la situation de Ntoumi, puisque vous parlez de lui avec autorité? Est-ce que vous pouvez nous dire où est Ntoumi, quelle est sa position actuelle face à toutes ces démarches? Ce n'est pas à moi de vous le dire. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Vous êtes journaliste, vous êtes censé avoir l'information la plus précise. C'est à vous de nous dire le contraire de ce que nous soutenons. Ça ne peut pas être moi, puisque vous dites que vous avez toujours affirmé ici, à ce micro, que Ntoumi est votre partenaire. Vous devez reconnaître ses mouvements. Dites-nous, comment vous allez concilier… Pierre, je n'ai pas fini ma question. Comment allez-vous concilier le fait que vous rejetez le dialogue que vous avez, ce qui est normal, considéré comme une institution, que vous ne pouvez pas accepter, et Ntoumi qui, je crois, s'inscrit dans la même logique que les gens du gouvernement. Alors, si Ntoumi est déjà pour vous un partenaire, où allez-vous finalement vous situer? Bon, je le répète, où le mouvement congolais contre la dictature apprécie la démarche de M. Ntoumi. Parce qu'on en a, ça je crois, la 3e ou la 4e émission qu'on parle de ce point. Et que ce monsieur, en son temps, avait proposé à la dictature de Brazzaville une voie de sortie de crise. Parce que quel que soit le pouvoir demain, on peut gagner une élection, on peut gagner une guerre, il faut réconcilier les Congolais entre eux. Il y a une fissure. Ça, c'est vrai. Hein? Les Congolais du Nord et du Sud ne se regardent pas de la même manière. Et lorsque vous allez même dans le Nord, qui est supposé avoir le pouvoir, les ethnies au Nord ne se regardent pas de la même manière. Il y a celles qui pensent qu'elles sont marginalisées. Et donc, il faut que demain les Congolais se retrouvent. Peu importe la manière que la personne peut accéder au pouvoir. On peut vaincre cette dictature par les armes. Mais une fois arrivé au pouvoir, il faut que tu fasses asseoir les gens. On peut la vaincre par miracle, hein, par une élection, mais il faut faire asseoir les gens pour que les gens se parlent franchement. Mais M. Ntoumi en a dit que nous sommes déjà en pleine crise, donc la crise dite du pool. Et c'est pas seulement la crise du pool. Le pool, c'est parce que c'est la région la plus proche de la capitale politique. Voilà pourquoi elle est toujours victime de ce que nous connaissons. Et donc, pour la sortie de crise, il nous faut un dialogue national inclusif supervisé par la communauté internationale. Les gens ont refusé. Et que M. Sassou laisse le temps passer, hein, lance dans l'opinion, met les gens en branle pour vilipender M. Ntoumi qui serait invendu.
avec tout ce que nous connaissons, avec tout ce que vous reprenez. Donc, M. Ntoumi, plus ou moins rejeté par les gens du pool, comme vous le dites, hein, et fait valoir sa stratégie à lui en se basant sur l'une des dispositions de sa constitution, et que je le répète aujourd'hui, la constitution de M. Sassou n'est pas reconnue par le mouvement congolais contre la dictature. Parce que pour nous, c'est un non-événement, pour nous, c'est un chiffon à déchirer. Hein? Et lorsqu'on choisit un monsieur Martin Berry pour conduire cela, c'est encore une insulte pour le peuple congolais. Martin Berry, c'est un homme politiquement infidèle. Hein? C'est un homme politiquement qui ne représente rien. Hein? Parce que pour mener une telle mission, il faut que vous ayez la poigne. Il faut que vous soyez quelqu'un, hein, lorsque vous vous mettez en face de cette dictature, que vous ayez le pouvoir, que vous ayez le courage de dire ce que vous pensez. Monsieur Martin Berry ne peut pas parler à monsieur Sassou, que entre guillemets, il a toujours considéré comme ami, mais de par sa faiblesse. Parce que nous avions suivi une émission organisée par un journaliste du pouvoir, hein, et des petites questions à monsieur Martin Berry qui n'arrivait même pas à répondre. Et donc, Martin Berry, pour nous, ne représente rien. Et l'initiative qui est en train de mener pour le mouvement congolais contre la dictature, c'est un non-événement, parce que cette dictature, cette constitution, la constitution de 1960, je le répète, donc le mouvement congolais contre la dictature, pour le mouvement congolais contre la dictature, c'est un chiffon à déchirer demain. Les Congolais doivent avoir une constitution digne qui les représente. C'est tout. Voilà. Le dialogue, nous aurons un dialogue qui représente où tous les Congolais sont représentés, toutes les couches de la société sont représentées et que chacun aura son mot à dire pour que le Congo sorte de là, grandit et essaie de régler ces problèmes, les problèmes qui minent nos populations, qui minent nos ethnies, qui minent nos régions. C'est tout. Voilà, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous avons pour invité M. Pierre Milika Mimanga, qui est le coordinateur du MCCD ici aux USA. Pierre Milika, qui est donc notre invité. Alors, Pierre, nous allons aborder une actualité morose, notamment le décès de la mère du général Jean-Marie Michel Mokoko, incarcéré pour des raisons injustifiées par le pouvoir de Brazzaville. Alors, vous savez autant que moi que le pouvoir n'a pas eu un élan de cœur pour lui, en lui accordant ce que les avocats ont revendiqué, notamment une relaxe temporaire de 48 heures pour qu'il participe aux obsèques. Plutôt, on lui a proposé des va-et-vient incessants et ce qu'il aura rejeté. Votre réflexion sur ce comportement ou cette réaction du général Jean-Marie Michel Mokoko? Bon, vous êtes journaliste. Si j'étais en face ou si le mouvement qu'on est contre la dictature était en face des partisans de M. Jean-Marie, la réponse serait autre. Mais comme c'est une émission, hein, nous sommes suivis. Allez-y. Vous saviez, le général Mokoko ou M. Mokoko, qui est un grand partisan de M. Sassou, hein, est un personnage ambigu et compliqué, difficile à cerner, difficile à comprendre. Ce monsieur que nous retrouvons lorsqu'il met un terme à notre jeune démocratie, on le retrouve sur une photo de victoire avec M. Sassou, sabler le champagne ensemble. Et lorsque il se décide même pour se lancer dans la course, il est le conseiller militaire de M. Sassou et même l'envoyé de M. Sassou en Centrafrique, tant mieux. Mais nous le disons, le mouvement congolais contre la dictature n'a jamais cessé de dire que ce monsieur, il cultive un peu de l'ambiguïté autour de lui. Lorsque vous aviez des avocats ou un avocat, mais c'est vous qui les prenez, les avocats. C'est vous qui les payez. Mais donc, les avocats ne peuvent pas prendre une décision sans vous consulter. Hein? Nous compatissons avec M. Mokoko en tant qu'humain qui vient de perdre sa maman. On n'en a pas deux, les mamans, on en a une. Et le mouvement congolais contre la dictature l'avait déjà avait présenté des condoléances à ses représentants suite à cet événement. Hein? Parce que ça arrive à tout le monde. Mais M. Mokoko, qui est, disons l'opposant, le numéro 1, qui paraîtrait avoir gagné les élections, a été amené à répondre à un certain nombre de questions, devant un tribunal. Voilà, c'était l'occasion
attendu pour que cet opposant numéro 1 dise ce qu'il connaît sur la situation du pays et sur ce qu'on le reproche. Mais quelle a été la stratégie de M. Mokoko? C'est le silence. C'est un aveu d'incapacité. Mais ce n'était pas parce que tout était déjà conclu, non, les non, 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 non. Milika. L'opinion, c'était un procès en direct. OK? On n'a pas dit que la dictature de Brazzaville ne voulait pas que les gens filment. Nous avions des extraits. Il n'a pas parlé. Il n'a pas voulu parler. Ce n'est pas normal. Et lorsque cela est passé, on ne revient plus sur ça. Mais sa maman meurt. Mais ces avocats-là n'ont pas pris l'initiative seuls pour que M. Mokoko assiste aux obsèques de sa maman. Mais c'est sur sa demande, nous pensons. En tout cas, le mouvement congolais contre la dictature pense que c'est cela. Et lorsque tu formules une demande, n'attends pas que cela soit accepté à 100%. Voyez-vous? Alors, il formule une demande à ses avocats d'écrire à la dictature de Brazzaville s'il peut assister aux obsèques de sa maman. Mais les autres ont analysé sa dictature, plutôt sa demande, ont compris que certainement c'est une opposant de poids. Donc, il y a tout ce qui s'entoure autour de ça. Il y a un problème peut-être de sécurité et tout. Bon, par rapport à tout ça, parce qu'ils ont aussi peur de leur pouvoir. Hein? Bon, on lui accorde un jour qu'il assiste aux obsèques. Mais pourquoi refuser? Soyons sérieux. Pourquoi refuser? Un jour, il pouvait assister aux obsèques de sa maman. Un jour. Mais c'est un prisonnier, qu'on le veuille ou non. Alors Pierre. C'est-à-dire que peu importe, excusez-moi, monsieur le journaliste, peu importe les causes de sa détention, mais c'est un prisonnier. Donc, qui doit avoir des libertés, une liberté très réduite. Mais pas un prisonnier de moindre, entre guillemets. Il y a quand même des gens qui parlent à son nom. Et donc, la dictature peut, comme ne prend rien au hasard, peut se dire non, mais une fois que ce monsieur est dehors pour 3-4 jours, ça peut être un danger public, enfin un danger pour la dictature. Et donc, on l'accorde un jour, juste le temps, de voir comment sa mère sera mise sous terre, et ça passe. Mais pourquoi refuser cela? Non, mais écoutez, il y a une certaine peur de ce monsieur-là. Il y a une certaine incapacité de ce monsieur. Parce que lorsque vous aviez une possibilité de montrer aux yeux de ceux qui vous soutiennent que je suis aussi là, mais ce n'est pas se renfermer dans le silence le plus absolu. Ce n'est pas possible cela. Le mouvement congolais contre la dictature condamne un peu cette attitude de M. Mokoko qui devient un peu qui devient exagérée. Alors Pierre, je me rappelle que vous avez toujours eu des propos assez durs contre M. Mokoko. Il y a 3 ans, je vous ai eu sur cette antenne. À la limite, vous contestez ses prouesses de général. Est-ce que vous pensez que la condamnation de Mokoko est une condamnation injuste? Nous ne sommes pas le mouvement. Je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que Mokoko a-t-il été injustement condamné, oui ou non? Non. Injustement ou justement, parce que pour nous, l'élection n'avait pas, c'est pas une question, donc on ne peut pas commenter ça. Et vous parlez de lui. Donc si c'est quelqu'un, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est condamné à l'issue de cette élection, pour nous, il n'y a pas de commentaire à cela, parce que pour nous, l'élection n'existait pas, ne devait pas exister. Donc le monsieur Mokoko, non, le mouvement qu'on les contre, ne parlait pas de monsieur Milika Manga. Non, c'est la position. Oui, mais vous parlez au conditionnel. Vous dites qu'il paraîtrait qu'il avait gagné les élections. Vous contestez tout ça? Non, nous ne contestons pas. Le mouvement congolais contre la dictature n'a jamais contesté que M. Mokoko ait remporté l'élection. Parce que nous l'avions toujours dit, même une mouche devant M. Sassou remporte l'élection. M. Sassou n'a jamais gagné une élection au Congo. C'est un tricheur. Donc ce qu'il fait, c'est tricher l'élection. Il n'en a jamais gagné au Congo, il ne pourra jamais gagner une élection. Donc, M. Mokoko, malgré qu'il s'était un complice de Sassou, bien entendu, était candidat. Hein? Est-ce qu'il s'était préparé pour qu'il soit candidat? Non, c'est incontestable qu'il soit gagné et qu'il ait gagné ces élections. Tant mieux. Mais l'élection, pour nous, nous ne la considérons pas. Mais ce n'est pas pour autant que la volonté du peuple, nous ne l'avions pas prise en ligne de compte. Non, lorsque nous avions dit que M. Mokoko ne représentait rien et venait pour exposer les gens, et les propres soutiens qui seront derrière lui après vont subir des exactions, M. Mokoko ne devrait rien faire parce que nous connaissons l'homme. Et l'homme ne s'était jamais préparé. Donc, dire que
Le mouvement congolais contre la dictature, par ma voix, laissez-moi finir, monsieur le journaliste, par ma voix, méconnaît les grades de M. Mokoko. Non, ça c'est de façon exagérée. Il n'y a pas un général au Congo qui est plus connu que M. Mokoko. Hein? Non, franchement parlant. M. Mokoko a pris en main un peu la conférence nationale. Malheureusement, qu'à la fin, il a voulu récupérer le pouvoir par la force. C'est un putschiste, M. Mokoko. Il a les germes du putschisme en lui. Bon, nous avions connu les premières barricades au Congo par ce monsieur-là. Et donc, lorsque nous analysions à l'époque que M. Mokoko n'était pas assez mature d'affronter la dictature de Brazzaville, on n'avait pas tort, on savait de quoi nous disions. Mais nous étions mal compris. Et qu'est-ce que nous avions fait? Puisqu'il y avait la ferveur du peuple, il fallait laisser les gens faire. Hein? Et qu'est-ce que nous avions constaté par la suite? M. Mokoko est arrêté, il n'y a même pas une mouche dans une caserne qui s'est levée. C'est pour dire quoi? Vous pensez que cela est dû à quoi? Mais c'est parce que ça se prépare. M. Mokoko se laisse toujours aller sans une préparation. Même ceux qui le soutiennent ne le connaissent pas. Ce sont les gens désemparés. Ce sont des gens qui ne sachent plus sur quel pied danser. Hein? Et lorsqu'on a parlé de M. Mokoko, il dit, bon, c'est pour nous un moyen pour revenir aux affaires. Même les militaires, les loyaux de Pascal Lecheba nous ont contactés. Nous leur avions donné la lecture de ce qui devrait s'en suivre. Et que le monsieur était en train, sans le savoir, répondre à la pas de la dictature de Brazzaville. Lesquels qui jettent dans l'opinion l'idée que M. Mokoko est l'homme qu'il faut? Mais c'est la dictature de Brazzaville. Est-ce que, Pierre, le fait que nous constatons les tergiversations du gouvernement à lui donner une permission ouverte de 48 heures ne justifie pas son aspect charismatique? Ça, vous ne devez pas le constater, j'allais dire? Je vous l'ai dit au départ, qu'il n'y a pas un général au Congo plus connu que M. Mokoko et aujourd'hui même politique. Hein? Mais il y en a ce que les gens croient en vous et à ce que vous êtes vous-même. Il y a ce que les gens croient. Les gens pensent que le fait qu'on dise qu'il est général, il est intelligent, il parle bien et que cela suffit. Non, mais cela n'inquiète pas. C'est-à-dire que l'homme en lui-même n'inquiète pas. Mais les populations ont cru qu'ils avaient quelqu'un qui pouvait faire face, un contrepoids. Mais c'était mal pensé. Bon, maintenant, les tergiversations, c'est ce que je venais de dire. C'est un prisonnier politique qui a formulé une demande et que les autres ont examiné. Et dans une équipe, il y a ceux qui semblent être durs, il y a ceux qui le sont moins. Excusez-moi, qui pensent qu'il a toujours été avec nous, il nous a toujours aidés, il faut qu'on soit un peu plus souple. Il y a ceux qui croient que non, il était allé trop loin, s'opposer au chef, pendant que le chef est encore en vie, ce n'est pas normal. Donc, on doit être strict avec lui. Donc, pour nous, ce n'est pas une question du charisme de M. Mokoko. Non, même M. Mokoko étant en prison, la famille reçoit les bénéfices de cette dictature. Hein? Il est en prison, mais les gens vivent bien dans la famille. Ah, vous avez les preuves de ce que vous affirmez, monsieur Milika. Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous amène les preuves de Absolument, oui. Absolument. Vous voulez qu'on vous présente les preuves de virement ou de l'argent remis en espèces? Non, ça, ce sont des petits détails. Alors, nous allons avancer, Pierre, nous allons avancer. Merci donc tous ces développements. Je vous informe que les gens sont connectés sur Facebook. Vous avez beaucoup de commentaires. Nous allons regarder s'il y a à redire, notamment à partir des questions des auditeurs. Alors, Pierre, abordons la question de la crise au sein du clan au pouvoir de cette dictature. Est-ce que vous pensez, question de curiosité, que l'opposition que vous êtes constituera certainement le troisième larron pour saisir cette occasion? Est-ce que vous visez à terme, vous voyez à terme une espèce d'implosion du clan? Est-ce que l'opposition elle-même elle est responsable? L'opposition, qu'elle soit locale, qu'elle soit celle de la diaspora, est-elle responsable? Est-ce qu'elle analyse avec sérieux ce qui se passe? Quelle est votre analyse? Vous-même déjà. Nous sommes combien? Mais écoutez, le mouvement qu'on est contre la dictature, je l'ai dit, nous faisons de la politique réelle, donc la réelle politique.
Hein? Nous militons avec conviction. Avez-vous déjà entendu des soupçons peser sur un membre du mouvement qu'on est contre la dictature, fût-il même son chef? Non. Ça veut dire que nous ne sommes pas des gens qui reçoivent les petits cadeaux derrière les bananiers. Nous ne négocions avec personne la nuit, en commençant par le chef. Et la suite. Et nous sommes fiers de ce que nous disons. Nous sommes fiers de nos convictions. Nous sommes fiers de nos déclarations. Maintenant, est-ce que les autres en face le sont? Est-ce qu'ils sont-ils en mesure de parler à cette dictature-là demain? Si cette dictature-là décidait de parler, si cette dictature arrivait à mettre en ligne tout ce qu'elle a comme vidéo, comme enregistrement sur la dictature, qu'elle soit locale ou c'est de la diaspora. Ça sera de la catastrophe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on pourra avoir 2 ou 3 associations qui pourront tenir. Non. Bon, maintenant, parlons de la cacophonie. C'est ce que nous avions toujours dit. Et je reviens, ou nous revenons sur M. Ntoumi, par exemple, qui a eu engagé un bras de fer avec la dictature, où nous avions eu des morts de part et d'autre. Et il y a une opinion qui se dégage comme quoi M. Ntoumi serait de mèche avec M. Sassou. Mais qu'est-ce qu'une opposition véritable devrait faire? Il y a 2 personnes qui se battent, qui sont supposées être des amis, et que de leur combat, il y a des pertes en vies humaines. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Et puisque parmi les 2, il y a un qui est notre ennemi juré, M. Sassou, c'est notre ennemi juré. Mais est-ce que cette opposition-là se rapprochait de M. Ntoumi pour dire, bon, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Que peut être notre soutien? Plutôt, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est taper sur M. Ntoumi aujourd'hui, hier, et même aujourd'hui. Bon, maintenant, quand vous parlez de l'implosion au niveau de la dictature, bon, écoutez, ce n'est pas facile de gérer un pouvoir. Il y a toujours des déçus. Et ceux qui sont dessus veulent que, bon, voilà, il faut détruire tout pour que nous tous, on revienne, qu'on soit pareil. Si c'est perdre même le pouvoir, qu'on doit le perdre. Et c'est l'attitude qui a été celle de M. Matembery hier, que vous voyez. Il avait un pouvoir, hein, et qu'il avait un peu mal à partir avec son pouvoir, mais il a pris une décision très radicale d'exposer son pouvoir, et qu'il est devenu, c'est-à-dire que celui qui est dénommé comme gardien du temple, qui défend une démocratie, et une démocratie mise à mal par un dictateur, donc une dictature, et qu'il fait partie du gouvernement, du premier gouvernement même de cette dictature. Oui. Et donc, dans toute structure, il y a toujours des fissures. La gestion, vous saviez, lorsque nous sommes en train de combattre, bon, voilà, plus ou moins, on est unis. Mais lorsque vous aviez le gâteau, donc le pouvoir, il y a la gestion du pouvoir. La gestion du pouvoir, c'est ses secousses. Il faut savoir se maintenir et résister à ces secousses. Il y a le maintien du pouvoir. Est-ce que pendant que nous sommes en train de chercher à conquérir le pouvoir, est-ce que nous nous projetons dans sa gestion? Est-ce que nous nous projetons dans son maintien? Et ça arrive, et c'est tout à fait normal que la dictature aujourd'hui, effectivement, puisse vivre ce qu'elle est en train de vivre. Maintenant, la responsabilité de l'opposition, est-ce qu'elle est responsable? Non, elle n'est pas responsable. Alors, Pierre, jusqu'où peuvent aller ces dissensions? Nous avons vu l'autre jour que dans la cour, je crois, les locaux de ce qu'ils appellent eux-mêmes la commission du dialogue, la rixe entre M. Okombi, je crois, Talisson, et ses partisans, en venir aux mains. Vous voyez cette violence. Jusqu'où est-ce que vous pensez que cette crise deviendra plus aiguë et qu'à terme, on pouvait penser qu'elle devrait nécessairement nous conduire vers une espèce d'ouverture? Je ne sais pas quelle ouverture. Vous êtes un analyste, vous faites de bonnes analyses. Est-ce que vous ne voyez pas que la chose finira toujours par éclater? Je ne suis pas un politologue, je suis un politique. Je suis politique au sein du mouvement congolais contre la dictature, un mouvement responsable qui analyse effectivement ces aspects avec beaucoup de sérieux, de façon. Hein? Oui. Maintenant, qu'on ne se trompe pas. Il faut que les gens prennent langue, c'est-à-dire que l'opposition, qu'elle soit locale ou c'est de la diaspora, qu'elle cesse de se faire alimenter par la dictature de Brazzaville et qu'elle a les capacités aussi de gérer le Congo.
Et donc, ce que nous pouvons demander au mouvement congolais contre la dictature, il n'y a que ça, qu'on laisse des petits tambours, hein, qu'on laisse de se retrouver nocturnement pour recevoir des petites mallettes, et que bon, M. Sassou veut se déplacer, on se présente là avec des pancartes pour dire qu'on est contre M. Sassou, alors que la nuit, on reçoit les émissaires de M. Sassou avec des mallettes. Pour ceux qui sont à la diaspora, et dans la diaspora, ou bon, ceux qui sont au pays, hein, qui se retrouvent dans des coins de rue, dans des bistrots, dans des petits restaurants, et qu'on glisse les mallettes sous table. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous voyons. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'opposition doit être réveillée, qu'elle doit jouer le rôle qui est le sien, hein, qu'elle laisse d'être une opposition alimentaire. Mais tant qu'elle sera toujours alimentaire, ça sera très dangereux. Et ceux qui sont véritablement dans le combat, on a des difficultés avec ces gens-là. Parce qu'ils font semblant d'être avec vous, mais la nuit, ils sont là-bas. Voilà, Pierre, nous avons des questions qui nous arrivent. Vous avez M. Christian Noah Ngombe. Que dites-vous concrètement, oui ou non, annuler la constitution de octobre 2015 qui a versé le sang au Congo? Bon, merci, M. Christian Ngombe. J'ai cru que c'est mon cher Christian Walembo, le vaillant militant du mouvement congolais contre la dictature. Non, mais écoutez, cette constitution, mon cher monsieur, c'est quoi? Tout ce qui est pour la dictature, militons, concentrons-nous sur le combat. Hein? La victoire, notre victoire fera que tout sera mis entre parenthèses, et ça, c'est des petits papiers qui seront, nous ne les considérons pas, mais qui seront jetés dans la poubelle. Et d'ailleurs, c'est une poubelle pour nous, cette constitution. Voilà. Nous avons Bernard Pongui et Monsieur Charles Alexandre qui doutent, ils croient que, d'abord, je rappelle que vous êtes le représentant du MCCD, c'est bien vous, ici aux USA. Ils pensent que les positions que vous soutenez présentement ne sont pas nécessairement celles de votre président. Bon, je ne sais pas, parce que vous avez cité deux noms. Il y a Pongui. Il y a Pongui et Charles Alexandre qui veulent que M. Moïle vienne faire un recadrage sur la base des positions que vous tenez, ou des propos que vous tenez présentement. Ce que vous dites maintenant, c'est la position du parti ou des points de vue personnels? Je prends un à un. Je commence par M. Pongui. Oui. Est-ce qu'il peut me citer la phrase du président qui est contraire à ce que je suis en train de dire? Donc, je pense qu'il m'entend parce que c'est le direct, qu'il dit, bon, oui, voilà ce que votre président a dit sur tel ou tel sujet, mais voilà ce que vous dites, ça ne marche pas, on a comme l'impression que vous êtes en désaccord. Et là, je vais le répondre. Mais sinon, je ne pense pas que le président et moi, nous soyons en désaccord. Non, le président, c'est Pierre, Pierre, c'est le président c'est le MCDD, le MCDD, c'est Pierre et tout le reste. Donc, nous ne sommes pas en contradiction sur aucun point, et c'est ce que j'ai dit au départ. Monsieur Milika Mimanga parle et donne la position du mouvement congolais contre la dictature lorsque vous l'aviez à l'écran, lorsque vous l'aviez à une émission. Monsieur Mungeo, lorsqu'il arrive à une émission, il donne la position du mouvement congolais contre la dictature. Walembo, lorsqu'il arrive, et ainsi de suite. Donc, que M. Pongui, que je connais très bien, que je respecte d'ailleurs, s'il peut me donner une précision, je vais l'éclaircir. Voilà, Bernard Pongui, donc c'est à vous, vous pourrez réagir. Nous abordons maintenant la question de l'assèchement même des finances de l'État. Vous avez autant que moi constaté que M. Denis Sassou Nguesso fait des voyages incessants. D'aucuns parlent du 15e, 16e voyage en l'espace de 3 mois. Alors, votre réaction en tant que parti? Bon, nous vous avions déjà dit que c'est une dictature que nous combattons. C'est un système pour nous et il faut s'en débarrasser parce que franchement, c'est un cancer pour le peuple congolais, cette dictature-là. Donc, il faut trouver les protocoles, tout ce qu'il faut pour s'en débarrasser. Et est-ce qu'il faut s'apaisantir sur la gestion de M. Sassou lorsque nous savons qu'ils en ont fait une règle de gouvernance? Non. Pour nous, ce n'est pas... Franchement, de façon détaillée, nous ne pouvons pas s'asseoir pour parler de la gestion de M. Sassou parce que nous savons que ce qu'ils font et ce qu'ils ont toujours fait, c'est le contraire de ce que le peuple veut.
Donc la gabegie, c'est une règle de gouvernance là-bas. Nous condamnons cela et nous savons que ce qu'ils font, on va vous présenter les bâtiments, on met les bétons par-ci et là, on surfacture, et on vous dit qu'on a refait des réalisations et tout comme ça. Donc la gestion, elle est calamiteuse. C'est le flou total. C'est l'obscurité, cette gestion de la dictature de Brazzaville. Mais que M. Sassou multiplie les voyages, mais écoutez, c'est ce qu'il sait faire, les voyages, les manifestations. Alors, Pierre, avez-vous une idée des relations actuelles entre notamment la France et le pouvoir de Brazzaville? Les relations entre les deux sont des relations au beau fixe. Au beau fixe. Alors, par rapport à ce que les gens disent, les relations entre la dictature de Brazzaville et la France sont bonnes. Nous pourrions même dire très bonnes. Alors, le récent sommet Russie-Afrique augure-t-il un autre type de rapport? Est-ce que les gens comme le président Sassou ne trouveront pas dans la Russie, n'est-ce pas, un nouveau parapluie pour progressivement s'éloigner de la France-Afrique qui pourrait éventuellement le pousser à quitter ou à faire des réformes profondes? Bon, on ne sait pas si on connaît l'histoire du Congo. Hein? Pour les hommes politiques qui connaissent l'histoire de notre pays, même au plus fort temps, n'est-ce pas, de la guerre civile, nous avions été censés être proches de Moscou. Hein? Et on avait une économie planifiée, mais malheureusement, l'économie était soutenue toujours par la France. Hein? Mais le problème congolais, ce n'est pas un peu les manœuvres que la dictature peut faire. Elle est libre de toutes les façons de chercher à tisser les relations avec Y. Mais nous avions besoin de la prise de conscience d'abord, nous-mêmes. Hein? Et lorsque la prise de conscience veut quoi? Que même ceux qui viennent demain au pouvoir n'auront plus un pouvoir axé ou une économie soutenue juste par la France. Mais il faut que nous soyons ouverts. Mais en soyant ouverts, il faut que nous sachions qu'est-ce qu'est l'intérêt public, c'est-à-dire qu'on doit mettre en premier les bénéfices que le peuple, que le pays peut avoir par rapport au partenariat que nous pourrons signer demain. Mais sinon qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, écoutez, vous ne pouvez pas dire que vous auriez un seul partenaire, la France, vous auriez un seul partenaire, la Russie, vous auriez un seul partenaire, la Chine, que sais-je encore. Non, nous serions ouverts à tous, mais avec une seule priorité, prioriser l'intérêt national, l'intérêt général. Ce n'est pas aller vers la Russie pour signer les contrats militaires pour que tu sois là au pouvoir à vie. C'est ça que nous condamnons. Mais si on va vers la Russie demain, je parle pour un pouvoir, ou nous parlons pour un pouvoir responsable demain, pour que la Russie, dans le domaine qu'elle semble être compétente, puisse nous amener l'expertise qu'il faut, pourquoi pas? Ce qui est vrai, le Congo a aussi beaucoup de cadres qui ont été formés par ce pays depuis la guerre froide. Et donc, si la Russie peut être demain, pas dans le contexte actuel, parce que ce que la dictature fait aujourd'hui, pour nous, c'est un non-événement, parce que nous combattons ça et qu'elle doit partir. Et lorsqu'elle doit partir, nous allons organiser un dialogue où on doit se redéfinir et redonner confiance au peuple congolais, voir dans quelle orientation nous devrons lancer notre économie, notre social. C'est tout. Bon, oui, est-ce que dans ce sens, finalement, voulez-vous d'une démarche multilatérale parce que vous avez là deux partenaires, vous avez les Français qui ne pourront jamais lâcher les intérêts qu'ils ont, vous avez les Russes qui veulent rattraper ce retard et qui croient que les Africains n'ont pas suffisamment de liberté à décider de leur destin. Est-ce que dans le cadre de la reprise même de ce pouvoir, puisque vous, à terme, vous voulez chasser la dictature, qu'allez-vous faire? Non, mais c'est ce que... Multiplier les partenaires ou encore repenser la France-Afrique? Non,
la France est un pays comme tout autre. Parce que j'ai appris qu'il y a des gens qui croient qu'il faut maintenir ces relations avec la France, mais plutôt les revoir. Bon, je pense que où nous pensons que, excusez, le mot approprié, c'est revoir. Hein? Oui. Le mot approprié, c'est revoir. C'est-à-dire que la France doit être un partenaire comme les autres. Hein? Oui. Et que vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que, bon, voilà, on tourne dos à la France de façon systématique et radicale. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire, ça. Donc, il faut laisser l'utopie. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, de façon systématique, hein, tourner le dos à la France et dire que, bon, voilà, on a de nouveaux partenaires. Non, ça nous paraît de l'utopie. Mais le Congo doit être un partenaire. Il doit être un pays ouvert, hein, à d'autres partenaires et en s'ouvrant, doit prioriser l'intérêt général, donc l'intérêt du peuple congolais. Il faut que dans le partenariat que le peuple congolais, les dirigeants auront à s'ouvrir, à s'orienter vers, il faut que le peuple se reconnaisse, il faut que le peuple, qu'on regarde un peu les besoins fondamentaux de notre peuple, il faut que le peuple se soigne, il faut que le peuple s'éduque, il faut que le peuple travaille. Donc, l'intérêt général d'abord. Voilà, nous voulons d'une information de proximité. Nous allons donc conclure notre émission par des propositions de sortie. Il n'y a pas, excusez-moi, il y a M. Mpungi et l'autre qui ont. Moi, chez nous, c'est ça. Hein, effectivement, Mpungi veut que vous fassiez, que vous présentiez des propositions de sortie de crise. Non. On ne passe pas d'une question à une autre parce que moi aussi, je lui ai posé une question. Il a voulu nous faire croire que les propos de Pierre Milika Mibanga n'étaient pas les propos de son président. Il n'a pas répondu. Je lui ai demandé de me donner les exemples précis sur quel point le président et moi ne sommes pas en concert. En ce moment-là, je lui donnerai. Maintenant, après, je lui donnerai qu'est-ce que ou quelles sont, n'est-ce pas, les propositions du mouvement congolais contre la dictature. Pierre, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Voilà. Donc, au mouvement congolais contre la dictature, ce n'est pas la calomnie, ce n'est pas la polémique. Ce n'est pas la polémique au mouvement congolais contre la dictature. Et lorsque c'est une intervention en direct, hein, lorsqu'on vient intervenir, on a pris le temps de noter, hein, les points sur lesquels vous intervenez et on donne des réponses. Alors ça, M. Mpungi, j'ai le respect pour son combat. Il doit respecter le mouvement congolais contre la dictature. Il doit respecter la personne de M. Milika Mibanga. Pierre, que suis-je? Je ne suis pas d'accord avec ces gens, cette façon de faire. Le président et moi, nous sommes en concert. Voilà. Merci pour cette mise au point, mon cher Milika. Alors, M. Mpungi revient pour vous demander des propositions de sortie de crise. Quelles sont ses propositions à lui? Nous sommes sur le terrain, nous combattons. Nous avions toujours dit que la dictature, pour nous, ce n'est pas le dialogue. Mais Pierre, il y a des gens qui vous écoutent. Mais c'est ça. Mais voilà, je réponds. Je dis quelles sont ses propositions à lui. Maintenant, je viens pour dire que la proposition, d'abord, c'est la prise de conscience. Il faut que les gens aient conscience. Il faut que les gens travaillent beaucoup plus. Il faut qu'il y ait un travail de proximité. Il ne faut pas que les gens acceptent l'inacceptable. Il ne faut pas qu'on pense que ce que nous propose aujourd'hui comme solution, donc le dialogue que nous avions déjà connu par le passé, soit une solution. Et nous disons qu'effectivement, la solution, c'est une lutte. La lutte s'inscrit dans le temps et dans la durée. Et les contacts, le travail du terrain, nous sommes sur le terrain. Vous allez constater que le mouvement contre la dictature n'est pas dans les déclarations tout azimut chaque jour ou chaque semaine. Cela ne veut pas dire que on ne travaille pas. Tout à l'heure, notre émission devrait commencer très tôt. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que nous venons de recevoir une délégation venant du Congo, donc on était en pleine séance de travail. Donc on travaille et que sur les voies de sortie de crise, nous ne pouvons pas aujourd'hui, sur une émission télévisée, dire que bon, voilà ce que nous allons faire, voilà notre stratégie, mais nous sommes en train de travailler, nous sommes sur le terrain, que ça peut prendre un peu du temps
que les membres du mouvement congolais contre la dictature passent pour une interview, cela ne veut pas dire qu'on a baissé les bras. C'est tout. Voilà, il y a une réponse déjà de… Pungui en sait quelque chose. Toutes les fois qu'il a eu à organiser les choses chez lui au Canada, oui. Il a eu, quand il a eu besoin du mouvement congolais contre la dictature, nous sommes présents. Voilà, il croit qu'il faut une résolution des Nations Unies, propose 40 000 casques bleus pour sécuriser le Congo. C'est ce que je dirais aussi à M. Je dis aussi à M. Pungui qu'il doit compter sur lui. Il doit d'abord compter sur lui-même que sur l'ONU. L'ONU fait le jeu des dictateurs. L'ONU n'a jamais été du côté du peuple. Est-ce qu'il faut qu'on le dise? Mais on ne peut pas les rejeter non plus. Mais c'est à lui de s'affirmer pour que l'ONU soit avec eux. Sinon que ce sont tous des businessmen. Ils font leur business en Afrique, ces gens-là. Ils ne sont pas pour lui. Donc, on peut en prendre tant. Vous savez combien de résolutions on en a pris sur la Libye? Vous savez combien de résolutions on en a pris sur la RDC aujourd'hui? Et pensez-vous que ces pays sont stables? Donc, c'est d'abord nous-mêmes. Hein? Mais ils viendront pendant que nous sommes là et nous allons les imposer. Vous aviez vu, on revient un peu sur, par exemple, l'élection de la RDC. Vous pensez que M. Tshisekedi était un candidat de l'Occident, de la communauté internationale? Et nous avions vu ses opposants passer sur les chaînes internationales pour dire que eux, leur candidat était le candidat de la communauté internationale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette même communauté-là n'est pas celle qui court derrière M. Tshisekedi aujourd'hui? Donc, si M. Pungui pense ça, tant mieux, c'est son droit. Mais nous pensons que ce n'est pas vraiment une solution. Ça, c'est au mouvement congolais contre la dictature. Mais nous ne pouvons pas non plus diriger demain sans la communauté internationale. Parce que Pierre, chacun doit savoir, chacun doit défendre son intérêt. Oui. Pierre, je ne voudrais pas vous retenir longtemps, mais on constate au Congo que notre peuple n'est pas à l'image des autres, comme en Guinée, vous avez vu récemment. Pourquoi cette lourdeur, cette inertie? Pourquoi le peuple congolais de maintenant ne bouge pas? Pourquoi les leaders qui sont sur place ne relèvent pas ce que vous leur demandez de faire? Essayez un peu de nous dire ce qui se passe, M. Milika. Non, et chaque chose a son temps. Vous voulez dire que vous parlez des Congolais de maintenant. Nous avions vu comment nous avions obtenu notre indépendance les 13, 14, 15 août. Les gens ont été dans les rues. Et nous voyons comment nous avions obtenu notre conférence nationale parce que nous avions peut-être même été, en dehors du Bénin, un modèle. Bon, le Bénin, le dictateur sur place n'avait pas résisté. Mais nous, au moins, les gens ont été dans les rues et on a été un modèle. On a eu une conférence nationale plus ou moins réussie. Hein? Bon, maintenant, aujourd'hui, effectivement, c'est ce que nous avions, mais il faut quand même que l'élite soit responsable. Mais nous avions aujourd'hui une élite inerte, aujourd'hui. Et nous avions aujourd'hui une position beaucoup plus influencée par les biais des banques. Donc, entre guillemets, une opposition alimentaire qui étouffe même que les gens se manifestent. Mais tout ça a un temps. Laissez le temps au temps, le peuple de Guinée et d'autres que vous venez de citer ont connu ces moments aussi de calme ou même de peur. Hein? Mais aujourd'hui, ils bravent. Et parce qu'en face, ils ont quand même un pouvoir qui accepte d'une manière ou d'une autre que les gens manifestent. Hein? Mais nous n'approuvons pas les velléités, n'est-ce pas, de Condé, hein, qui a été un grand défenseur des valeurs universelles, donc de la démocratie, et une fois arrivé au pouvoir, bon, il est en train de vouloir mettre en place un autre système qui lui permet de s'éterniser au pouvoir. C'est un regret. Mais pour le peuple congolais, ce n'est pas fini. Nous avions remarqué avec l'élection de la fois dernière, comment ce peuple se galvanisait autour de la personne de M. Jean-Marie Mokoko. Donc, le peuple, non, écoutez, chaque chose à son temps, ne soyez pas étonnés qu'un jour, que ça soit autre chose que ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Voilà, je vous donne l'opportunité de conclure, Pierre Milika, de réaffirmer vos positions, notamment sur les questions essentielles de la vie politique congolaise. Pour ceux qui viennent de se connecter, que doivent-ils retenir de ce que le MCCD est en voie de faire ou en train de faire?
Bon, le MCCD est en plein dans le travail comme toujours. Hein? Malheureusement que certaines associations sœurs ou certains frères combattants ont tendance euh, à nous noircir. Hein? Euh, mais c'est pas ce que vous savez, lorsque vous êtes engagé en politique, effectivement, hein, ce n'est pas que des roses qu'on vous jette. Mais le MCCD est conscient, confiant dans ce qu'il est en train de faire et est conscient et confiant dans le charisme de son leader. C'est un homme propre, irréprochable et qui est entouré d'une équipe très dynamique. Hein? Et ce que nous sommes en train de faire, nous sommes dans le travail, nous sommes en plein travail de proximité. Hein? Comme je l'ai mentionné dernièrement, que le président recevait, consultait, appelait, l'appelait, et ça sera, c'est le travail continu. Hein? C'est le travail continu, donc que les gens espèrent, que les gens soient toujours debout, que les petites langues qui ne s'occupent pas des petites langues, parce que bon, on ne peut pas nous atteindre de toute façon. Voilà, c'était donc Pierre Milika Mimanga, invité de ce journal de la communauté. Merci de l'avoir suivi. Merci également à ceux qui étaient, je vois qu'il y a beaucoup d'auditeurs connectés qui ont participé à ce journal. Merci à ceux qui ont posé des questions. Merci à vous, donc Pierre Milika, qui avait été notre invité, donc disponible à vous présenter sur ce plateau. À tous ceux qui aiment bien la radio de la communauté, je vous informe que désormais, nous avons un lien audio qui vous permet d'écouter ces émissions en audio, surtout pour ceux de Brazzaville qui ont des problèmes de vidéo. Merci, je vous retrouve donc la semaine prochaine, 13h, sur cette antenne de la radio de la communauté. Bon week-end à vous.